Regarde l'avant de ce Su-27. Vois-tu quelque chose d'étrange? Il n'y a rien d'étrange à part cette bosse inhabituelle, présente sur de nombreux avions de combat modernes. Vous le trouverez ici sur l'Eurofighter Typhoon européen, sur le KF-21 sud-coréen et sur le Su-57 russe. Cette bosse étrange ne se retrouve jamais sur les avions de combat américains. Quelle est sa fonction? Comment a-t-il aidé à détecter un ovni? Pourquoi ne le verrez-vous jamais sur un avion américain? Et surtout, comment ces systèmes pourraient-ils rendre les avions furtifs obsolètes? Dans cette vidéo, nous essaierons de répondre à ces questions, afin que vous en sachiez beaucoup plus sur vos avions de combat préférés. Installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et voici Kunst Club. Vous souvenez-vous de cette vidéo d'objets volants non identifiés que les États-Unis ont déclassifiés il y a quelques années? Cette vidéo a été capturée par un IRST. Pour faire court, cette étrange protubérance sur les avions les plus avancés est en réalité un système IRST, ou en français, système de recherche et de suivi par infrarouge. Ces systèmes sont extrêmement utiles dans l'aviation militaire. Nous pouvons comprendre ce système comme une sorte de radar. Il a le même but, trouver tout ce qui n'est pas notre ami. Mais celui-ci, bien sûr, fonctionne différemment et offre beaucoup d'avantages que les radars ne peuvent pas donner. Ainsi, ils sont utilisés conjointement. Comme nous le savons, les avions, quel que soit leur niveau d'avancement, émettent de la chaleur, à des degrés divers. La chaleur émet des infrarouges. Ces ondes sont captées par les systèmes IRST, afin de détecter à distance tout objet qui émet une chaleur atypique dans l'environnement. Il s'agit principalement de caméras thermographiques, un concept totalement différent du radar. Le radar, au lieu de simplement recevoir des radiations, les émet et les reçoit. Il émet des ondes radio qui, lorsqu'elles rebondissent sur un objet, dans ce cas un avion ennemi, reviennent au radar et sont à nouveau captées par celui-ci. Cela permet de savoir constamment où se trouve l'ennemi. Cette méthode fonctionne à merveille pour trouver les ennemis, mais c'est un peu révélateur. Lorsque l'ennemi détecte des ondes radio étranges rebondissant sur lui, l'avion alerte le pilote qu'il est repéré par l'ennemi. Ainsi, le pilote s'enfuira ou combattra, perdant complètement l'effet de surprise. Les IRST, quant à eux, sont passifs. Ils ne font que recevoir. Ainsi, l'ennemi ne saura jamais qu'il est observé. De plus, ces systèmes ne vous permettent pas seulement de voir un point sur un écran comme les radars. Avec les IRST, tu peux voir l'objectif graphiquement à la perfection de jour comme de nuit, et le suivre pour voir exactement toutes ses caractéristiques. Tout cela semble merveilleux. Alors pourquoi ne jetons-nous pas les radars à la poubelle et ne gardons-nous que les systèmes IRST? Eh bien, c'est que les systèmes de ce type ont un problème. C'est que les ondes infrarouges sont susceptibles d'être altérées par l'environnement. Les ondes radio peuvent parcourir des milliers de kilomètres, voire des millions, avec très peu d'interférences. En fait, grâce à l'imperturbabilité des ondes radio, nous les envoyons et les recevons constamment pour essayer de détecter des vies extraterrestres. Mais les ondes infrarouges, en revanche, sont susceptibles d'être altérées par l'environnement, le climat, les nuages et même la distance elle-même. Elles sont facilement déformées, ce qui fait que les IRST n'ont pas une portée aussi bonne que les radars. Normalement, leur portée dépasse les 100 km. C'est pourquoi, malgré leurs grands avantages, ils sont utilisés en parallèle avec les radars. Les IRST sont presque aussi anciens que les avions à réaction. L'un des premiers a été utilisé dans les premières versions des F-4 Phantom. Ces derniers, sous le nez, avaient une protubérance pour accueillir le Texas Instruments ANAAA4, qui était un système IRST assez primitif. Il n'avait pas les caractéristiques suffisantes pour que les versions ultérieures des F-4 Phantom l'adoptent. Mais comme les Phantom avaient quand cet espace dans le fuselage, il a été utilisé pour beaucoup de choses. Certaines versions ont reçu un montage pour un canon interne, dans d'autres un radar Doppler, ou même aussi les mêmes systèmes IRST étaient montés dessus. À nouveau de manière provisoire pour certaines missions nocturnes. Après cette performance déplorable, les Américains abandonneraient ces systèmes, et nous ne les verrions plus sur les avions de combat américains pendant plusieurs décennies. Cependant, les Soviétiques ne seraient pas en reste. Les MiG-23 obtiendraient les premiers systèmes IRST soviétiques, le TP-23ML, et par la suite les MiG-25 auraient un système similaire dans le nez. Les IRST soviétiques semblaient avoir de meilleures capacités que les Américains, et ceux-ci sont restés sur les modèles d'avions ultérieurs, comme les Flanker ou les Fulcrum, jusqu'à aujourd'hui avec les Su-57. À la fin des années 80,
Ces systèmes commenceraient à réapparaître aux États-Unis, mais nous ne verrions pas une incorporation sérieuse dans les avions de combat jusqu'en 2015, avec l'OpenPod IRST. Les Américains voulaient incorporer cette technologie à toute leur flotte d'avions pour la fin des années 2000. Mais le problème était que leurs avions ne pouvaient plus incorporer un système dans le fuselage, parce que fondamentalement les avions avaient déjà été fabriqués, et les modifier serait un peu coûteux. C'est pourquoi Northrop Grumman a mis en lumière ce nouveau dispositif. Et c'est un système qui pouvait être installé sur un support standard. De cette façon, n'importe quel avion pouvait avoir un système IRST, peu importe qu'il n'ait pas été conçu pour cela. Pour en avoir un. C'est pourquoi vous ne voyez pas l'ampoule des IRST sur les avions américains. Parce qu'en gros, ils n'ont pas été conçus pour avoir un système IRST. Ils utilisent généralement le OpenPod sur un support, comme s'il s'agissait d'un missile ou d'un réservoir de carburant externe. Le F-35 a été le premier avion moderne américain à avoir un système IRST intégré. Le ANAAQ-37, le plus avancé à ce jour probablement, et comme vous pouvez le voir, il vous permet de voir parfaitement les objectifs comme si vous les aviez à côté, de jour comme de nuit. En plus de fournir une qualité d'image presque parfaite, il avertit automatiquement de la proximité des ennemis et des missiles. Et il est intégré dans l'avion même avec des fenêtres qui offrent une vue à 360 degrés sur le système. Grâce à cela, il n'a pas de problèmes avec la furtivité. Attendez, ai-je dit furtivité ? Eh bien, nous devons en parler. Grâce au système IRST, il semble que les avions furtifs pourraient disparaître plus tôt que tard. Les avions furtifs sont conçus pour dissiper les ondes radio, mais les IRST n'ont pas besoin de recevoir des ondes radio qui rebondissent sur quoi que ce soit. Ils fonctionnent en recevant la chaleur émise par ces avions, qui, bien que leur conception tente de réduire au maximum la chaleur qu'ils émettent, il est tout simplement impossible de ne pas émettre de chaleur du tout. Les IRST sont de plus en plus avancés, ils sont de plus en plus sensibles et ont une portée de plus en plus grande, donc les technologies furtives deviennent peu à peu de plus en plus vulnérables aux avions équipés de ces systèmes. Les plus avancés ont une opérativité à 360 degrés et dépassent même la portée d'un radar standard. Et en fait, c'est encore pire pour les bombardiers furtifs, les unités les plus coûteuses des avions furtifs. Car ces bombardiers opèrent à une grande altitude, et plus l'altitude est élevée, moins l'atmosphère est dense, et la température ambiante est plus basse. La portée de ces appareils à une telle altitude augmente tellement qu'en cas idéal, elle peut presque doubler la portée d'un radar conventionnel. Il est donc probable que dans le futur, nous verrons plus de systèmes IRST et moins d'avions furtifs. Ces systèmes promettent d'être l'avenir de l'aviation, et actuellement, l'appétit pour ces appareils semble insatiable. Si vous avez aimé cette vidéo, celle-ci sur la fréquence des tirs amis parmi les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale pourrait vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Au revoir!